La voilà, la meilleure version du Chevalier Noir au cinéma. Un réalisateur de génie, un acteur charismatique et surtout, un Batman sombre, brutal et réaliste. Et lorsqu'on y ajoute le meilleur antagoniste de tous les temps, porté par la musique de Hans Zimmer, on arrive à un constat froid et limpide. The Dark Knight n'est pas seulement un excellent film de super-héros, c'est un excellent film tout court. Et pourtant, cette version présente une faille, un élément précis, fondamental, qui l'empêche de devenir la meilleure incarnation d'un justicier masqué jamais vu à l'écran. Car si ce Batman domine en apparence toute la concurrence, il trébuche là où le corps, la violence et les affrontements devraient faire la différence. L'exécution de ses combats, et plus précisément, la mise en scène de ses chorégraphies. Parce que oui, cette version du justicier masqué est excellente, seul un fou pourrait le nier. Mais non, elle n'est pas parfaite. Et face à elle, il existe une autre proposition. Une série Netflix, un homme sans armure, sans gadgets, sans milliards. Daredevil. Et une scène, un couloir, qui a redéfini, une bonne fois pour toutes, ce qu'un combat de super-héros peut réellement être à l'écran. Mais revenons d'abord à nos deux comparaisons. À l'origine, Batman et Daredevil sont deux faces d'une même pièce. Deux justiciers masqués, surentraînés, marqués par un passé tragique et une enfance solitaire, qui luttent contre le crime de nuit dans une ville qui étouffe. Mais là où Batman s'est entraîné sous la tutelle de Ra's al Ghul en personne, jusqu'à devenir bien plus qu'un homme, un ninja d'élite aux armes et à l'intelligence exceptionnelle. Daredevil, lui, s'est formé avec Stick, My mind. aux arts martiaux anciens et mystiques, What's your strongest weapon? My body. compensant sa sénité par le développement extrême de ses autres sens. The mind controls the body. The body controls our enemies. Our enemies control jack shit by the time we're done with them. Right. Daredevil incarne le renforcement par l'entraînement et la force brute. Batman représente une approche bien plus stratégique, réfléchie et surtout beaucoup plus polyvalente. Enquête, gadget, innovation, Bruce Wayne dispose d'un véritable laboratoire technologique de pointe qui le rapproche parfois davantage d'Iron Man que d'Iron Fist. Matt Murdock, à l'inverse, consacre lui aussi une grande partie de son temps à enquêter. About 7 hours. 2 jours, en tant qu'avocat. I'm a really good lawyer. Mais une fois la nuit tombée, il reste bien plus limité par ses seules capacités physiques et par sa supériorité martiale pour venir à bout de ses adversaires. Et pour nos deux protagonistes, le constat est clair. Ils ne sont pas dotés de capacités surnaturelles qui feraient d'eux des demi-dieux, mais bien des hommes ayant exploité au maximum leur corps et leur esprit pour défier les limites imposées par la nature humaine. Ils luttent seuls, contre des ennemis plus forts et plus organisés, tout en étant rongés par le poids de leur double identité. Bruce? Batman est Bruce Wayne, et Daredevil restera toujours Matt Murdock. I'm Daredevil. L'humain est au même niveau que le justicier. Inside, I am more. Et leurs interprétations à l'écran doivent respecter ces deux facettes d'un même personnage. Mais c'est ici que s'arrêtent leurs points communs. Bruce Wayne n'est pas Matt Murdock. Il n'est pas limité par les mêmes règles. Il ne se bat pas avec les mêmes armes. Et, par conséquent, il permet de jouer sur plusieurs niveaux dans ses interprétations. Le Chevalier Noir est un génie milliardaire, solitaire et playboy de jour. I'm buying this hotel. Et un ninja d'élite suréquipé, justicier masqué et détective privé la nuit tombée. Prenez une seule de ces caractéristiques, elle est déjà suffisamment forte pour être développée, suffisamment singulière pour se démarquer et séduire le public. Alors, lorsque l'on combine le tout, on obtient sans doute le super-héros le plus riche et le plus fascinant de l'histoire du cinéma. Mais être aussi versatile et disposer d'un tel potentiel implique forcément de faire des choix, même pour un réalisateur de génie comme Christopher Nolan. Dans Batman Begins, Bruce Wayne brille par son histoire, son passé et la construction progressive d'un Batman animé par la vengeance. You're not talking about justice, you're talking about revenge. Sometimes they're the same. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en scène les compétences de ninja du justicier à la cape, pourtant durement acquise auprès de Ra's al Ghul, l'impact réel de son entraînement peine à se faire sentir.
La toute première scène de combat du film, avant son entraînement, est tout simplement illisible. Les plans sont extrêmement serrés, les coupes agressives. On comprend néanmoins l'intention. Bruce Wayne se bat avec une violence brute, sans retenue ni finesse. Il devient ensuite un ninja, un membre de la Ligue des Ombres, formé à la discrétion, à la tactique et au maniement de l'épée. Son entraînement est crédible, son expertise justifiée. C'est l'origine même du style de combat de Batman. Un soldat de la nuit, pas un guerrier de plein jour. Pourtant, les scènes de combat sont très rares dans ce premier volet. Et celles qui existent laissent un sentiment d'inachevé. C'est impressionnant, mais peu lisible techniquement dans les chorégraphies. Nolan n'est tout simplement pas dans sa zone de génie. Les plans sont systématiquement hachés, saccadés, beaucoup trop rapprochés pour permettre une lecture claire de l'action. À son parfait opposé, on retrouve Daredevil et en showrunner Steven D. Knight. Ils visent des plans longs. La série a un objectif de clarté dans les combats. Les plans sont larges volontairement, les caméras restent fixes. Quand l'intention de Nolan est de créer l'illusion de coups surgissant de nulle part, comme une attaque de ninja, quand Batman frappe comme une chauve-souris invisible, tapie dans l'obscurité, Daredevil, lui, nous montre la violence des coups. Le poids et la pression de se battre contre plusieurs ennemis. Il bouge, saute, frappe et évite. Il se bat dans l'ombre comme Batman, mais ses coups, eux, sont visibles, presque ressentis par le public. Batman frappe comme une chauve-souris invisible, tapie dans l'obscurité. Mais en tant que spectateur, on ne voit presque rien. Dans les docks, en assassin discret, ça fonctionne à merveille. Dans les affrontements à main nue à plusieurs, beaucoup moins. Les angles de caméra viennent de partout, et les plans durent parfois moins d'1 seconde. On n'arrive pas à se localiser dans l'espace et à visualiser la position de Batman et ses adversaires. Avec Daredevil, même dans un immeuble, une cage d'escalier ou un combat de rue, tout est clair. Et l'armure du Chevalier Noir n'arrange rien. My armor carrying too much weight. Si rigide et lourde que Christian Bale est incapable de tourner la tête dans son costume. You want to be able to turn your head. Alors il disparaît pour créer la discrétion et la fluidité. À ses débuts, Daredevil n'a pas d'armure. Il est léger comme une plume. Il fait des saltos et des prises mobiles. Dans The Dark Knight, les chorégraphies sont les plus abouties de la saga. Mais elles peinent malgré tout à réellement briller. Batman dispose de gadgets, d'une Batmobile impressionnante, de batarangs, d'une armure par balle. Et pourtant, sa technique de combat reste lente, lourde et peu subtile. Le Joker n'est pas un ennemi physique, un combattant à dominer par la force brute. C'est un affrontement de l'esprit, d'intelligence et de planification. Alors que Daredevil, lui, dans la saison 2, se retrouve face à The Punisher, la représentation même de la violence qu'un homme peut produire à l'aide de ses mains. Un tueur d'élite, un soldat expert en corps à corps et en Krav Maga. Et leurs affrontements sont épiques et au centre du conflit. Qui va dominer qui ? You merely adopted the dark. I was born in it. Et puis vient The Dark Knight Rises. Et là, on touche le fond. Le combat avec Bane ressemble davantage à une altercation à la sortie d'un bar qu'à un affrontement entre experts en arts martiaux. Quant aux figurants lors de l'affrontement avec Catwoman, ils sont devenus un mème tant la scène frôle parfois la parodie. Alors pourquoi tout semble-t-il être oublié ou pardonné lorsqu'on parle de la trilogie de Nolan ? Parce que les combats, ils sont presque accessoires. Un outil narratif de plus, mais jamais le cœur du propos. Nolan préfère construire un univers sombre, explorer l'humain derrière Bruce Wayne, le génie derrière Batman, et la pression psychologique d'affronter des ennemis toujours plus complexes. Quand on pense au Joker, personne ne l'admire pour ses compétences au combat, et ce n'est pas ce que le public attend de lui. Alors on pardonne, on accepte que les chorégraphies soient en dessous du reste.
Jusqu'à Daredevil et la série Netflix. Jusqu'à ce qu'on nous montre le potentiel d'un combat d'un autre justicier, un autre expert en arts martiaux, un autre rempart contre le crime. I'm not seeking penance for what I've done, Father. I'm asking forgiveness for what I'm about to do. La saison 1 est construite de manière étonnamment proche de Batman Begins. On découvre un justicier déjà entraîné, déjà compétent. On sait qu'il est capable de se battre. Mais on n'a encore rien vu. Ici, Daredevil est débutant. Débutant en tant qu'avocat, I'm Matt. mais surtout débutant dans son rôle de justicier de l'ombre. Matt Murdock est déjà fascinant. Un avocat aveugle, issu d'un milieu modeste, luttant contre la corruption et découvrant les limites du système judiciaire. Mais la série ne s'appelle pas Matt Murdock. Elle s'appelle Daredevil. Et ce que le public attend, c'est de voir le diable de Hell's Kitchen punir les oppresseurs de la nuit. Netflix le sait. Et ils savent aussi que Daredevil, à ses débuts, n'a rien d'impressionnant sur le papier. Pas de gadget, pas de pouvoir mystique, pas de super force. À ses débuts, Daredevil, c'est un homme en survêtement noir, avec un simple tissu sur la tête. Pas de Batmobile, pas d'armure high-tech. Daredevil n'a pas d'arme. Il est une arme. Et il faut nous le faire comprendre. C'est là que les showrunners font un choix décisif. Ils observent la concurrence. Ils prennent des notes et ils décident de changer les règles du jeu. Épisode 2. Un couloir étroit. Une caméra fixe. Un seul plan séquence. La scène de combat du couloir est probablement l'une des meilleures scènes de combat jamais vues au cinéma et à la télévision. L'exécution est parfaite. Commençons par le décor. La scène se déroule dans un couloir étroit. 1,50 m de large tout au plus. Des portes fermées de chaque côté. Une profondeur écrasante. Une sensation de claustrophobie immédiate. Un espace totalement inadapté au combat rapproché. Ici, on ne voit pas la menace. On la devine. Chaque porte fermée devient une promesse de danger. Notre imagination travaille avant même que le combat ne débute. Puis Daredevil entre en scène. On suit l'action. Il doit traverser tout le couloir, affronter chaque porte, chaque menace, pour parvenir jusqu'au bout. Pas besoin d'explication. On comprend immédiatement. Le combat sera long et il sera brutal. La danse commence. Daredevil n'est pas béni des dieux. Il n'a ni armure renforcée, ni gadget, ni technologie pour encaisser les coups. Il est blessé, épuisé, aveugle. Et surtout, profondément humain. Il manque de souffle. Il doute. À chaque nouvel adversaire, il lutte, il frappe, il chute. Il met tout ce qui lui reste dans ses poings, dans son corps, dans sa volonté pour rester debout. Le dernier homme debout sur un champ de bataille. À travers ses gestes lourds, on ressent le poids de chaque coup, l'impact, l'énergie qui quitte progressivement son corps. Mais il continue. Il traverse les pièces, hors champ, et cette fois, ce sont nos oreilles qui travaillent. Les cris, les chocs, les corps qui tombent. On ne voit rien, mais on comprend tout. Et lorsqu'il ressort, vainqueur, entouré de corps inertes, une chose étrange se produit. On a envie de l'acclamer, de l'applaudir. Parce que c'est ça, un justicier. Et juste avant d'entrer dans la pièce où se trouve l'enfant, Daredevil retire son masque. Un geste simple, mais profondément humain. Un instant où le diable de Hell's Kitchen disparaît pour laisser place à Matt Murdock. Batman est bien plus qu'un combattant. C'est un homme qui a élevé sa conscience, perfectionné son esprit, affiné sa stratégie. Il possède presque tout dans sa lutte contre le mal, à l'exception de pouvoirs surnaturels. Il n'a pas besoin de ses poings pour vaincre, il n'a pas besoin de son corps pour survivre à chaque combat. Daredevil, lui, n'a pas ce luxe. Ses poings sont sa seule réponse, son corps, sa seule armure. Aveugle depuis l'enfance, il a appris à lire les mouvements, les respirations, les intentions de ses adversaires. Chaque combat est une prise de risque,
Chaque coup peut être le dernier. I'd rather die as the devil than live as Matt Murdock. Alors oui, le Batman de Nolan n'avait pas les meilleures cascades, ni les combats les plus lisibles, parce qu'il n'en avait pas besoin. Il avait tout le reste. Mais Daredevil, lui, n'avait que ça. Alors il a tout donné. Daredevil n'a pas humilié Batman parce qu'il serait plus fort. Il l'a fait parce qu'il a accepté une contrainte que le cinéma de super-héros évite souvent. Montrer le corps, le vrai, celui qui fatigue, qui souffre, qui plie. Christopher Nolan n'a jamais cherché à faire de Batman un combattant absolu. Il a fait de lui un symbole, un stratège, une figure de pression psychologique. Et sur ce terrain-là, sa trilogie reste inégalée. Mais Daredevil, lui, n'avait rien de tout ça. Il n'avait ni le mythe, ni les gadgets, ni l'icône. Il n'avait qu'un couloir, un corps et une caméra qui n'avait pas le droit de détourner le regard. Et c'est peut-être pour ça que, le temps d'une scène, le diable de Hell's Kitchen a fait ce que la chauve-souris n'a jamais vraiment osé faire. Nous rappeler que derrière chaque justicier, il y a d'abord un homme qui peut tomber. Because it's the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now.